Le temps que ça s'installe, merci beaucoup du coup à Lucie et Gaëtan d'avoir organisé tout ça. C'est très chouette d'avoir un AIH à Bordeaux. Et merci de nous avoir invités. Alors on fait un duo parce que peut-être qu'on est un petit peu feignant, mais pour essayer de faire un truc un peu plus interactif. Et comme tu l'as très bien dit, l'idée, c'était cette fois là sur la LLC de pas du tout se concentrer sur ce qu'on a l'habitude d'entendre quand on est interne, c'est-à-dire les choix de traitement, les différentes molécules, les études, etc. Notre idée avec Rappel, c'était surtout du coup de présenter ce à quoi vous allez être confronté quand vous allez arriver chef de clinique et que vous allez récupérer une consultation de patient avec une LLC sous thérapie ciblée et que vous allez devoir gérer des petits problèmes du quotidien, des petites complications du quotidien auxquelles on ne sait pas répondre parce qu'en fait on n'y est jamais confronté en étant interne. Donc on vous propose de faire ça autour d'un petit cas clinique. Peut-être qu'il faut que vous enregistriez le WooClap pour avoir accès aux questions. Ok, je pense que c'est bon. Alors du coup, on vous a préparé un petit cas clinique. On voulait vous parler à la fois de la gestion des IBTK et la gestion des inhibiteurs de BCL2. Donc on vous a préparé un cas clinique qui va être traité par I+V. Donc on parle de monsieur P, 68 ans, qui est un patient ingénieur retraité, qui est assez fit, du golf et de la marche. Il a quand même antécédent de diabète sous règles hygiéno diététique seule, une hypertension sous bithérapie par valsartan et hydrochlorothiazide, et puis une hernie inguinale opérée. Ce patient, on commence à le suivre en 2016. Il a à ce moment-là juste une petite hyperlymphocytose à 12 giga par litre. Il n'a pas de cytopénie, l'hémoglobine et plaquettes sont normales. L'immunophénotypage retrouve un MAT-UTS à 4 sur 5. Il n'a pas de ganglion. On en fait une LLC chronique de stade A, donc on décide de le surveiller. À ce stade-là, on fait une surveillance par NFS tous les 6 mois, et on voit les patients tous les 6 mois à 1 an. Et par contre, il ne faut pas oublier de vacciner le patient, comme nous en a parlé Dr. Brou tout à l'heure. Il faut déjà vérifier qu'il soit bien à jour pour le DTP, ce qui, en fait, vous verrez, très rarement le cas. On a quasiment même pas la moitié des patients qui sont vraiment à jour du DTP. On va leur demander ça et les mettre à jour. Le pneumocoque aussi est recommandé. En ce moment, on fait le pneumovent. Et ensuite, les autres vaccinations sont un peu discutées. La grippe et le Covid sont recommandés. Et il y a des discussions sur l'hémophilus influenza et le méningocoque qui seraient éventuellement à faire parce qu'il y a des études qui montrent que les patients LLC commencent à s'infecter, à avoir un surrisque infectieux quasiment 6 ans avant le diagnostic de la LLC. Donc même s'ils sont à LLC de stade A qui ne sont pas traités, ils ont déjà un surrisque infectieux par rapport à d'autres patients. Donc on fait tout ça, on le surveille, on le vaccine, et en 2023, il commence à progresser, on voit le doublement lymphocytaire de moins de 6 mois, il passe à 62 giga par litre de lympho, et l'hémoglobine et les plaquettes qui commencent à chuter, 10 000 d'hémoglobine, 92 000 plaquettes. Il a des ganglions aussi qui apparaissent, 3 cm d'adénopathie. Donc à ce moment-là, on se dit qu'il va falloir le traiter et on lui fait les facteurs pronostiques. Donc les facteurs pronostiques, c'est le cariotype, entre autres, qui ici retrouve une DEL 11Q, mais pas de DEL 17P. Un NGS, il n'y a pas de mutation TP53 et il est IgHV non muté. Donc on en fait un patient de pronostic intermédiaire. Il n'est pas favorable parce qu'il n'est pas IgHV muté, il n'est pas défavorable parce qu'il n'est pas cariocomplexe et il n'a pas d'atteinte de P53. Et donc là, selon les recos du philo, on a 3 options thérapeutiques, mais pour une DEL 11Q, chez un patient de 68 ans, c'est quand même très adapté de faire un traitement par I+V, donc ibrutinib venetoclax. Donc déjà, j'ai fait une diapo pour vous rappeler les critères de traitement de la LLC, parce qu'on apprend tous pendant le CN la LLC stade C avec hémoglobine moins de 10, plaquettes moins de 100, mais en fait, il y a d'autres critères quand même qui sont durs à retenir par cœur quand on ne fait pas que de la LLC. Donc vous pouvez les retrouver sur le site de l'IWCLL, donc les guidelines. Voilà, quand vous avez un doute, vous tapez juste ce site-là, Guidelines IWCLL, et vous retrouvez tous les critères de traitement et aussi pas mal de recommandations pour le diagnostic. Donc les premiers, les critères biologiques, vous les connaissez, c'est le doublement lymphocytaire de moins de 6 mois et l'hémoglobine et les plaquettes. Il y a aussi les critères cliniques avec une splénomégalie douloureuse ou de plus de 6 cm de débord costal et des ganglions de 10 cm. Donc 10 cm, ça commence déjà à faire pas mal. Et après, il y a les critères qu'on retrouve sur le patient. Donc s'il a des symptômes, ça arrive parfois, les signes B, l'altération de l'état général, une atteinte d'organes, souvent une atteinte rénale ou une atteinte cutanée,
ou neurologique même, et une manifestation auto-immune résistante aux corticoïdes. Tout ça, ça vous fera débuter un traitement. Alors ça c'est le petit rappel sur les recommandations du philo, philo Lisa maintenant, de la LLC, paru en 2025 et présenté par Anne Quinquenel à la SFH. Je pense que vous en avez entendu parler, surtout pour vous rappeler que ces recommandations, elles sont disponibles en ligne sur Internet. Vous allez sur le site du philo, vous regardez les recommandations. Il y a des tableaux très très bien détaillés sur l'algorithme de traitement en première ligne et l'algorithme de traitement en rechute. C'est ce que vous voyez à droite. Donc là, on a l'algorithme de traitement en première ligne avec d'un côté les bons pronostics IGVH mutés, tout à droite, les mauvais pronostics avec l'anomalie TP53 ou les cariocomplexes à plus de 5 anomalies. Et au centre, les patients à risque intermédiaire comme notre patient. Il y a également des tableaux sur les examens complémentaires à faire au moment du diagnostic, au moment de la progression avec indication de traitement et au moment de la rechute. L'idée aujourd'hui, c'est qu'on ne les détaille pas, mais c'est simplement pour vous rappeler que c'est accessible. Et je vous invite à les regarder de temps en temps et surtout à lire le petit texte détaillé qui est associé et qui détaille un petit peu toutes les décisions de traitement et qui est vraiment très pertinent et très intéressant. Donc on va passer sur la première question. Je vous rappelle que notre patient, on a validé une indication de traitement par ibrutinib venetoclax à durée fixe. La première question va être sur pas les examens préthérapeutiques, mais ce que vous demandez comme consultation et comme analyse en préthérapeutique pour ces patients. Donc il y a la consultation médicamenteuse, une évaluation cardio, une échographie cardiaque, une épreuve d'effort et une consultation spécifique de thérapie orale ciblée. Et du coup, Gaëtan, on n'y a pas accès. Je ne sais pas si... Donc on a 94% qui font la conciliation médicamenteuse, 100% font une évaluation cardio, c'est bien, 44% font une échocardio, 6% une épreuve d'effort, et on n'arrive pas à descendre. Ah non. Et on n'arrive pas à avoir... Bon. C'est pas très grave. Voilà les... Bonne réponse acceptable, en tout cas de notre point de vue. On va en discuter un petit peu. Conciliation médicamenteuse, bon, vous avez tous bien ça en tête. À quoi ça sert globalement? Il faut que le patient qui va avoir ces thérapies ciblées puisse rencontrer un pharmacien le plus tôt possible, si possible avant traitement. C'est pas toujours possible, mais il faut que dans les semaines qui suivent l'introduction de traitement, il puisse le rencontrer. Le pharmacien va avoir un rôle vraiment hyper important sur les interactions médicamenteuses auxquelles nous, on n'est pas du tout familiarisés dans notre cursus médical, alors que les pharmaciens le sont. Il va nous mettre des alertes sur les modifications de traitement éventuelles à faire. Il va faire le lien avec la pharmacie de ville. Ça, c'est vraiment pas à négliger. Un patient qui a des interruptions de traitement parce que la pharmacie de ville met 48 heures à se fournir le médicament, en fait, ça arrive plus souvent qu'on ne le pense, notamment pendant le ramp-up où en fait, on demande au patient tous les 7 jours d'augmenter sa dose de venetoclax. Si au final, sur les 7 jours, à chaque fois, il a 2 jours de retard parce qu'il commande le traitement au dernier moment, ça fait pas très chic. Voilà. Pour ce qui est de l'évaluation oncocardio, là aussi vous êtes tous bien au fait. C'est lié essentiellement à la mise sous inhibiteur de BTK. Donc le cardiologue ou l'oncocardio, si c'est un cardiologue un peu spécifique, va pouvoir regarder surtout les facteurs de risque cardiovasculaire. Pour ce qui est des examens qu'on lui demande, en général, on laisse le cardiologue décider un peu de ce qui lui semble pertinent. Je pense que l'écho-cœur semble, même si elle n'est pas obligatoire, elle peut quand même sembler adaptée, surtout pour évaluer la taille de l'oreillette gauche et donc le risque de fibrillation auriculaire sous inhibiteur de BTK. Et c'est le cardiologue, bien sûr, qui va, lui, ensuite mettre le suivi qu'il juge adapté pour le patient. C'est pas mal que les patients sous IBTK puissent voir un cardiologue au moins une fois par an, pour ceux qui ont des IBTK au long cours, ceux qui vont avoir une durée fixe, comme notre patient, là, qui va avoir au total 15 mois d'ibrutinib. Je pense qu'une consultation en préthérapeutique et après, en fin de traitement, ça semble tout à fait pertinent. Il ne faut surtout pas que cette évaluation cardiologique retarde la mise en traitement, sauf si vous ne sentez pas très bien votre patient, qu'il a pas mal de facteurs de risque cardiovasculaire, mais que vous avez quand même envie de le mettre sous IBTK. Ça peut toujours s'anticiper, même s'il n'a pas d'indication de traitement, de l'envoyer voir un cardio au préalable, voir s'il est apte ou pas au moment où il aura besoin d'être traité.
Donc l'éco-cœur, on en a parlé, pas indispensable. L'épreuve d'effort, non, ça semble quand même un petit peu rude de faire une épreuve d'effort pour tout le monde et pas forcément cliniquement très pertinent. Et on voulait aussi bien vous sensibiliser à ce qui est du suivi IPA et de la thérapie orale ciblée. C'est quelque chose auquel on n'est pas toujours très habitué quand on est interne, mais en fait ces patients sous thérapie ciblée vont être suivis en très grande partie par une IPA ou une infirmière de TOC pour les services qui en ont. Vraiment ne pas négliger cette relation. C'est pas du tout la même relation que vous allez avoir en tant que médecin avec une IPA et avec une infirmière de service, c'est-à-dire que l'IPA, elle fait essentiellement ça. Elle suit des patients sous thérapie ciblée, donc elle connaît très très bien les molécules, elle connaît très bien les effets secondaires, elle sait bien les gérer. Et parfois même beaucoup mieux que vous. Quand on arrive chef de clinique et qu'on ne connaît pas très très bien ces molécules, il faut parfois savoir se remettre un peu à sa place et écouter son IPA qui voit des patients sous IBTK à longueur de journée. Il a quand même été montré que le suivi IPA améliore, dans certains cas, améliore la survie des patients. Donc c'est quand même franchement impactant pour eux. Et vous allez voir que les IPA ont aussi, dans leur rôle et dans leur mode de fonctionnement, vont appeler régulièrement les patients et ça va éviter de vous retrouver avec le patient en consultation qui va vous avouer qu'il a arrêté son traitement il y a 15 jours pour effet secondaire. Alors du coup, on commence ce traitement par ibrutinib chez ce patient et on voulait vous poser la question des prophylaxies. Sachant que vous allez faire un traitement par I plus V, qu'est-ce que vous voulez commencer comme prophylaxie chez ce patient ? Donc anti-pneumocystis, du Bactrim par exemple, anti-VZV avec le valacyclovir, anti-HBV s'il a une infection ancienne, ou une supplémentation en IGIV ou rien. Donc on va essayer de relancer le WooClap. C'est bon ? Ibuprofène. Alors, on a en gros 80% qui mettent une prophylaxie par anti-pneumocystis et anti-VZV, 42% qui mettent anti-HBV, 3% une supplémentation en IGV et 13% aucune. Alors effectivement, c'est sujet à débat, la question des prophylaxies en première ligne de la LLC. Il y a pas vraiment de bonne réponse. En tout cas, ce qui est sûr, c'est quand on met un patient sous inhibiteur du CD20, donc du Gven, du Rven, là, la prophylaxie, elle s'impose vraiment pour au moins l'anti-VZV-HSV. Le pneumocystis, c'est plus débattu, mais en gros, en France, quand on fait I plus V ou Gven, Rven, on fait systématiquement ces deux-là, Bactrim, HSV et aussi HBV s'il y a une infection ancienne. C'est plus débattu par contre, et c'est vraiment moins certain quand on fait un IBTK seul. Par exemple, si vous mettez un patient en première ligne par Acala ou Zanu ou Ibru, là, à partir de la deuxième ligne, c'est certain qu'il faut le faire en première ligne. Par exemple, moi je le fais pas, Nathan le fait. Donc c'est un peu en fonction du médecin et aussi en fonction du profil du patient. Si c'est déjà un patient qui a eu beaucoup de complications infectieuses, si c'est un patient fragile, un peu âgé, avec des CD4 bas, peut-être que là on le ferait plus facilement. En première ligne, sous IBTK seul, c'est pas sûr. Mais sous I plus V, en tout cas, il faut le faire. Donc anti-pneumocystis, valacyclovir, anti-HBV si besoin. La supplémentation en IGIV, finalement, FX nous en a parlé tout à l'heure. C'est seulement si les immunoglobulines sont à moins de 4 et si c'est un patient qui s'infecte fréquemment. Parfois, on a des patients qui sont hypogamma à 2. S'ils ne s'infectent pas, on ne les supplémente pas. Pareil, s'ils s'infectent fréquemment mais qu'ils ont des gamma à 8, on ne va pas les supplémenter non plus. Donc ce patient-là, on ferait ABC. Voilà, donc ça reprend ce qu'on a dit. Alors, une diapo pour vous parler de la tox des IBTK, parce que c'est des médicaments que les patients vont garder souvent au long cours. Alors, pas dans le schéma I plus V, mais dans le schéma IBTK seul, ils le gardent jusqu'à progression. Les moyennes de progression de PFS, c'est souvent 7 à 10 ans, donc ils vont les garder très longtemps. Donc, il faut être capable de gérer et de repérer ces effets secondaires. Donc on vous a mis les principales tox ici. La plus connue forcément, c'est la tox cardiovasculaire, donc surtout l'hypertension. Alors l'hypertension de grade 3, ça touche pas énormément de patients, en fonction des études, c'est quand même 1 à 5-6% des patients, mais il faut savoir la repérer.
Et puis donc interrompre le traitement si on a une poussée hypertensive, réintroduire un antihypertenseur, donc si c'est une hypertension grade 3, sinon il faut juste gérer avec le cardio les antihypertenseurs. La FA, c'est pareil, c'est pas parce que le patient passe en FA qu'on va arrêter l'IBTK à vie, hein. Il faut apprendre à la gérer avec le cardio. Si c'est une FA grade 1, vous pouvez très bien juste mettre des anticoagulants, l'adresser au cardio qui va faire une cardioversion. Là où c'est plus embêtant, c'est quand il y a une insuffisance cardiaque associée. On vous a mis à côté le consensus Delphi. Bon, ça, c'est pour la calabrutinib, mais on peut sûrement l'extrapoler aux autres IBTK, qui parlent de la gestion des toxicités sous IBTK. Vous pouvez le retrouver sur Internet. Il y a la tox hémorragique, ça c'est une toxicité de classe de tous les IBTK. En fait, c'est l'équivalent d'un antiagrégant plaquettaire. Donc, on ne peut pas mettre un patient sous IBTK s'ils ont déjà une double antiagrégation plaquettaire. Ça, c'est une contre-indication. S'ils ont un antiagrégant et un anticoagulant, ça va être compliqué aussi. Il faut mieux peut-être considérer un autre traitement. S'ils n'ont qu'un anticoagulant, ça passe, on peut le faire, mais ils vont saigner plus facilement. Je vous ai mis à droite un exemple de tox hémorragique des IBTK, c'est la toxicité du membre bleu. C'est assez rare, mais on peut voir, c'est vraiment comme un purpura en t-shirt, en fait, enfin en manche de t-shirt. Ça peut le faire aussi sur les jambes. Et c'est ça c'est une tox de classe. C'est totalement réversible quand on arrête l'IBTK, mais ça revient dès qu'on le reprend. Bon, les interactions médicamenteuses, on en a parlé, la toxicité infectieuse aussi. Ce qu'on voit très très fréquemment, c'est les douleurs musculo-squelettiques avec des patients qui font des crampes. Donc là, il y a tout l'intérêt de l'IPA ou de l'infirmière de thérapie orale qui coach un peu les patients pour la gestion des crampes. Donc bien boire surtout, prendre du magnésium, du Schweppes, du décrampe. Voilà. Dans le Schweppes, il y a de la quinine, donc ça a un effet anti-crampe. Parfois, il y a des douleurs articulaires aussi qui nous obligent à baisser les doses. Et il y a aussi la toxicité digestive, donc des patients qui peuvent être ballonnés ou avoir des nausées. Et après, il y a des choses un peu plus rares, donc vraiment de l'asthénie. La toxicité cutanée inguale, ça c'est pour l'IBRU. J'ai mis la photo à côté. Bon, là, on voit pas forcément très bien, mais c'est des patients avec des ongles hyper fins et hyper fragiles qui vont casser. Céphalée plutôt pour la calabrutinib. Et puis, on peut avoir parfois de l'ostéoporose avec vraiment des cascades fracturaires où là, il faut arrêter le traitement. Et ça, pareil, c'est une toxicité de classe. Hop. Alors, nouvelle petite question. Donc, notre patient, on le traite par ibrutinib, venetoclax selon l'AMM, avec, comme c'est indiqué, les 3 mois de debulking par ibrutinib avant d'initier le venetoclax. On part d'un patient avec 62 000 lymphocytes, quelques adénopathies cervicales. On débute donc le 2 mai. 3 mois après, il a fait donc le flare-up de lymphocytes comme on le voit sous IBTK. Les IBTK permettent de vider entre guillemets les ganglions des lymphocytes malades qui passent dans le sang. On a la lymphocytose qui monte, puis qui redescend après tranquillement. Et au bout des 3 mois d'ibrutinib, lorsqu'on veut le mettre sous venetoclax, lorsqu'on va débuter le ramp-up de venetoclax, il a à ce moment-là toujours 33 000 lymphocytes. Il a amélioré ses chiffres d'hémoglobine et de plaquettes. Il a la créatinine qui est un petit peu montée, ce qui lui fait un DFG aux alentours de 65. Et en revanche, les adénopathies ont cliniquement complètement disparu. Notre question est de comment gérez-vous la poursuite du traitement? Est-ce qu'on débute le ramp-up de venetoclax comme prévu en hospitalisation, ou alors est-ce que vous le débutez en ambulatoire? Est-ce qu'on se dit qu'il a une créate un petit peu limite et toujours 30 000 lymphocytes, alors est-ce qu'on décale l'introduction de venetoclax? Et est-ce que vous estimez qu'il est à risque élevé de syndrome de Lys tumorale, ou est-ce que vous estimez qu'il a faible risque de syndrome de Lys tumorale? Ok, donc c'est assez intéressant. On a un peu plus de 50% d'entre vous qui débutent le ramp-up de venetoclax en hospitalisation, un petit peu moins 43% qui le fait en ambulatoire. Quasiment personne, 3% décale l'introduction du venetoclax, et 60% d'entre vous estiment qu'il a faible risque de syndrome de Lys tumorale, et 30% d'entre vous estiment qu'il a gros risque de syndrome de Lys tumorale. Alors on va commencer juste par les D et E. Le risque de syndrome de Lys tumorale, il n'est pas forcément facile à évaluer. Ce qu'on peut évaluer, c'est ce qu'on peut déjà évaluer, c'est le volume tumoral entre faible, moyen et élevé. Là, je vous ai mis le tableau qui est
fourni et publié par AbbVie, responsable du venetoclax, et tel qu'on le retrouve dans la plupart des études. Un patient avec moins de 25 000 lymphos et des ganglions de moins de 5 cm va être considéré comme à faible volume tumoral. Un patient avec les deux, plus de 25 000 lymphos et une masse de plus de 5 cm ou une masse de plus de 10 cm va être considérée comme haut volume tumoral, et puis les patients intermédiaires comme un volume tumoral moyen. Le risque de syndrome de Lise, effectivement, il est aussi lié à l'état de la fonction rénale d'un patient. Quelqu'un qui part avec 50 ou 60 de créate n'a pas le même risque de syndrome de Lise que quelqu'un qui en a 80 ou 90, en tout cas pas le même risque de complications. Alors, ce qu'on voulait surtout discuter avec vous, là, avec Raphaël, quand on a présenté ce cas, c'est justement sur le venetoclax. Et c'est là où, en fait, quand vous commencez à en faire un peu régulièrement, à en faire un peu tout seul, etc., à prendre des décisions, vous vous rendez compte que tout n'est pas gravé dans le marbre et que vous pouvez faire un petit peu comme vous voulez. Est-ce qu'on fait le venetoclax en hospitalisation ou en ambulatoire ? En fait, les deux sont possibles. Il faut juste voir, vous, avec comment fonctionne votre équipe, votre service, qu'est-ce que vous avez comme mesure pour suivre le patient. Bien sûr, quelqu'un qui a 33 000 lymphos, une créatine à 110, on a plutôt envie de faire les premiers paliers de venetoclax en hospitalisation, 48 heures pour surveiller l'acide urique, lui faire un peu de fasturtec, l'hydrater, etc. Mais pour le coup, s'il n'y a pas de place en hospitalisation, que ça déborde et que vous avez un hôpital de jour qui est bien rodé, avec une IPA qui suit le patient, que le patient habite à côté, qu'il est très cortiqué, ça ne me choque pas du tout que vous lui demandiez de bien boire, de bien vous hydrater, de prendre un peu d'allopurinol et de commencer son venetoclax à la maison avec une prise de sang à H24 ou à H48, voire même les deux, en lui disant qu'il peut tout à fait être hospitalisé si on voit que le taux de créatine monte sur la prise de sang. Pareil, on peut faire des paliers de venetoclax à la maison avec une hydratation sous-cutanée la nuit, par exemple, chez les gens qui ont qui ont envie d'être vraiment maximalistes. Donc il faut juste se dire que c'est quelque chose qui peut être faisable. On peut aussi faire le premier ou les deux premiers en hospitalisation, puis faire la suite en HDJ. Donc, franchement, tout est ouvert. Il faut juste être à l'aise avec ce que vous faites, être sûr que tout soit bien cadré et que tout suit bien. On décale l'introduction du venetoclax. En fait, c'est une possibilité. C'est quelque chose auquel on ne pense pas forcément. On a envie de se fier au protocole, de la manière dont le traitement est amené. Mais finalement, si on estime que le patient est à haut risque de syndrome de Lise, parfois, attendre 1 mois ou 2 supplémentaires, ou même 15 jours simplement supplémentaires, le temps que la lymphocytose continue de diminuer, le temps de lui demander de bien s'hydrater à la maison s'il y a un défaut d'hydratation, etc. Ça peut nous permettre de débuter le venetoclax un petit peu après, mais dans des conditions un peu plus sereines. Dans ce cas-là, vous lui faites quand même les 12 mois de venetoclax, et au lieu d'avoir 15 mois de traitement au final, il en aura 16, il aura eu 1 mois de plus d'ibrutinib, et ça finalement c'est pas très grave si ça permet de faire le traitement correctement sans complications. Alors, vous avez débuté votre venetoclax, donc maintenant votre patient est sous I+V. Et comme ça arrive très souvent sous venetoclax, donc vous contrôlez la bio du patient, et quand on arrive au 5e palier, on retrouve une neutropénie à 0,6 giga par litre. Donc on vous pose la question, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous repassez au palier 4 ? Est-ce que vous arrêtez le vénéto jusqu'à ce que les PNN remontent à plus de 1 ? Est-ce que vous arrêtez plutôt l'Ibru jusqu'à ce que les PNN remontent ? Est-ce que vous arrêtez les deux ? Ou est-ce que vous continuez les deux, mais vous mettez du GCSF ? Ou alors 0,6 c'est pas si grave et vous continuez et on fait rien. Alors on a une dizaine de participants, on continue un petit peu encore. Donc finalement, la majorité fait ce qu'on aurait fait aussi. 52%, ça baisse, 50% maintenant, poursuivent l'Ibru et le venetoclax et rajoutent du GCSF. Globalement, c'est ce qu'il faut faire. On a 8% qui repassent au palier inférieur. En fait, c'est pas vraiment la bonne manière de faire parce que vous verrez les neutropénies grade 3, donc grade 3 c'est inférieur à 1 giga par litre, sous vénéto, que ce soit vénéto seul ou I+V, c'est quand même hyper fréquent, c'est dans les études 30 à 60% des patients. Donc si vous repassez au palier inférieur, vous n'allez jamais vous en sortir et vous n'arriverez jamais à la dose max.
Pareil, si vous arrêtez le Vénéto, l'Ibru ou les deux, votre patient il aura vraiment pas tout son traitement. Donc il faut essayer de passer avec du GCSF. Et on est amené à faire du GCSF assez fréquemment. Alors si ça pose trop de problème et que vous faites vraiment du GCSF tous les mois ou 2 fois par mois, là on peut baisser la dose de Vénéto d'un palier. On peut repasser à 300 mg. Alors, donc, voilà, c'est ce que je disais, un tiers de neutropénie grade 3 ou 4 minimum. Et voilà, c'est tout pour les principaux problèmes de la gestion de la LC. Merci beaucoup pour cette présentation. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. En pratique, pour le suivi cardio, est-ce que vous demandez au patient de voir son cardiologue de ville ou est-ce que vous l'envoyez chez l'oncocardio de l'hôpital quand il y a des oncocardios à l'hôpital? Comme tu dis, ça dépend vraiment d'un hôpital à l'autre. À Bayonne, ils ont des cardios qui sont hyper sensibilisés à ça, qui sont à l'étage d'en dessous, donc ils les envoient facilement là. À Bordeaux, on a beau avoir un des plus gros services de cardio du monde, on n'a pas vraiment d'oncocardio, donc on les envoie pas, on fait un courrier au patient pour qu'il voit son cardiologue dans les 3 mois. Donc on leur laisse un délai de 3 mois pour voir leur cardio, sauf quand vraiment c'est des patients hyper à risque, où là on n'est pas trop sûr, il y a déjà de la FA sous-jacente. Là on peut demander au cardio de les voir plus vite. Et avec les nouveaux IBTK, est-ce que ce suivi cardio est toujours autant nécessaire qu'avec l'ibrutinib? Ça dépend ce que tu appelles les nouveaux IBTK. Avec les nouveaux IBTK covalents, que ce soit Acala ou Zanu, il faut continuer à avoir le cardio 1 fois par an. Par contre, le non covalent, le Pyrto, qu'on n'a pas encore mais qu'on va avoir, celui-là a une tox cardiaque beaucoup moins élevée. Donc, ils ne sont pas obligés de voir le cardio, ceux-là. À l'initiation, mais pas dans le suivi. Une autre question? Oui. Un peu pareil aussi pour les gens dans la salle, les IPA, il y en a beaucoup ou pas? Enfin, c'est une denrée rare ou fréquente à Bordeaux peut-être, mais chez les autres, je sais pas, vous avez des IPA? On peut faire un petit sondage. Ceux qui ont des IPA dans leur service, qui suivent les patients sous thérapie ciblée, levez la main, on se rend compte? Ouais, ça fait, je dirais, les 2 tiers quand même. Mais c'est quand même quelque chose qui tend à se développer de plus en plus. Et pas que dans la LLC, pas que avec les IBTK et les anti-BCL2, mais en fait, il y a de plus en plus de traitements ambulatoires, de plus en plus de traitements oraux. Ça fluidifie considérablement le parcours patient, notamment dans la leucémie aiguë avec le traitement par vidaza-venetoclax. En fait, si vous vous en occupez un petit peu, vous vous rendez compte que faire du vidaza-venetoclax tout seul et suivre les patients qui sont à la maison, suivre leur bilan, gérer leurs complications, leurs besoins transfusionnels. En fait, en plus de votre activité médicale, c'est juste pas possible. Donc c'est vraiment, vraiment important. Et j'ai pas trop insisté dessus, mais je vous le dis, il y a un impact financier qui est important de faire les consultations de thérapie orale. C'est-à-dire que le patient bénéficie d'une consultation tripartite, voire quadripartite, avec un médecin, l'IPA, la pharmacienne, éventuellement un diététicien ou autre. En fait, ça rapporte pas mal d'argent à l'hôpital et finalement, c'est de ça qu'on va avoir besoin pour pouvoir financer les IPA. Il y a pas mal de services qui ont du mal à faire entendre à la direction de l'hôpital qu'une IPA c'est important et que ça vaut le coup de financer une infirmière pour qu'elle soit formée pendant 2 ou 3 ans et qu'elle travaille comme IPA. Et donc finalement, essayer de valoriser ça sur le plan financier, c'est aussi ce qui permet de le développer et d'aider médicalement. En fait, tu as répondu à ma question parce que je voulais te demander si tu connaissais le business model pour avoir une IPA. J'ai vu que je savais que l'argent allait t'intéresser à un moment. Donc évidemment, il n'y a que ça. Okay. Merci d'avoir répondu au sondage. Et vous gardez en tête que la LLC, c'est pas tout comme dans les études et que souvent on peut sortir un petit peu des clous pour faire ce qui nous paraît le plus sécure et le plus adapté.